Madame Jojo était ce genre de femme qui ne se rendait jamais aux fêtes pour la musique ou pour danser, mais uniquement pour la nourriture. Elle riait souvent en répétant « La vie est courte, mange ce qui t'appartient avant que la vie ne te mange ». Elle était toujours élégante, pulpeuse, souriante et admirablement apprêtée. Dans les cérémonies de l'OAMI, elle était toujours la première qu'on remarquait dès qu'on entrait dans la salle. Son pagne brillait plus que les autres. Son foulard de tête était le plus imposant. Et surtout son assiette était toujours la plus chargée. On murmurait qu'elle ne venait pas aux fêtes pour l'ambiance, mais pour la nourriture. Elle vivait à Lagos, dans un appartement où l'odeur de ragoût frit flottait chaque matin. Ses voisins avaient l'habitude de la voir assise devant la maison avec un immense bol, s'éventant entre deux bouchées d'effo riro, d'amala ou de jollof fumant. Elle aimait répéter « La nourriture, c'est la joie. Et moi, j'aime la joie. » Mariage, anniversaire, funérailles. On pouvait toujours compter sur Madame Jojo pour mettre les traiteurs en difficulté. Alors que les autres convives se contentaient d'une cuillerée de riz et de 2 morceaux de viande, Madame Jojo empilait des montagnes de jollof, de riz frit, de salade, de chèvres grillées, de poissons pimentés, de pâtisseries moelleuses, puis rappelait encore les serveurs pour couronner le tout de soupe. Certains riaient, mi-amusés, mi-embarrassés. D'autres secouaient la tête en murmurant « Cette femme n'a vraiment aucune honte ». Mais elle ne se laissait pas atteindre. Elle répétait toujours « La vie est courte, mes amis. Mange ce qui t'appartient avant que la vie ne te mange ». Un samedi matin, le quartier était en effervescence. Un homme politique fortuné organisait une fête où l'argent pleuvait à flots et la nourriture coulait comme une rivière. À midi, Madame Jojo s'était parée d'une dentelle dorée scintillante, avait noué un grand geule couleur bordeaux et avait poudré son visage jusqu'à ce qu'il brille. Sa fille, Amaka, soupira en la regardant se mirer. « Maman, je t'en prie, fais un effort aujourd'hui. Ne nous fais pas honte. » « Honte ?» répondit Madame Jojo en riant de tout son ventre. « Tu ne comprends rien. La nourriture, c'est l'amour. Et quand tu as de la nourriture, tu la manges. Qui va m'en empêcher ?» Vers l'après-midi, elle arriva dans la grande salle de réception. Le lieu scintillait sous les lustres, les tambours du groupe live résonnaient, et une délicieuse odeur de souya et de soupe poivrée flottait dans l'air. Les invités en dentelle brillante dansaient, tandis que des billets de banque pleuvaient sur le sol. Mais Madame Jojo ne regarda ni les musiciens, ni les danseurs. Son regard se fixa immédiatement sur le buffet. La longue table semblait un paradis. Plateau de jollof, riz frit, sauce ozi, effo, okra, viande de chèvre et de poulet, poissons épicés, soupe poivrée bouillante, pounded yam fumant. Madame Jojo se lécha les lèvres. « Voilà mon champ de bataille », murmura-t-elle avec un sourire. « Aujourd'hui, je vais manger jusqu'à tomber. » Elle avança dans la salle comme une reine, son foulard dressé comme une couronne. Les gens s'écartaient à son passage, certains par respect, d'autres pour ne pas être bousculés sur sa route. Le buffet s'étendait comme une petite rue entière. Les serveurs en chemise blanche et casquettes rouges peinaient à suivre, tandis que les invités chargeaient leurs assiettes. Mais lorsque Madame Jojo s'approcha, leurs visages se crispèrent. Ils la connaissaient bien. « Ah, Madame Jojo, comment allez-vous? Qu'est-ce qu'on vous sert ?» demanda l'un d'eux d'une voix nerveuse. Jojo élargit son sourire. « Mon fils, remplis tout. Pas de petites portions. Donne les gros morceaux. Si le riz ne forme pas une montagne, ne le mets même pas. »
Le jeune homme avala sa salive, mais obéit. Il remplit une assiette, puis une deuxième, puis une troisième. Madame Jojo les porta comme des trophées, avançant fièrement jusqu'à sa place. Autour d'elle, les gens chuchotaient et riaient dans leurs mains. « Regarde-moi ça. Jojo va finir par faire honte à quelqu'un. Comment une seule personne peut manger comme une armée ?» murmura une femme à son amie, qui répondit en ricanant « Laisse-la. Un jour, la nourriture va lui montrer sa vraie couleur. » Mais Madame Jojo ne les entendit pas, et même si elle les avait entendus, elle n'aurait pas réagi. Elle attaqua ses assiettes en fredonnant au rythme de l'orchestre. La graisse brillait sur ses lèvres et le bouillon de soupe poivrée lui coulait au menton, tandis qu'elle déchirait la viande à pleines mains. Elle était dans son monde. Puis cela arriva. Tout au bout de la table, coincé entre un plateau de viande de chèvre et une marmite d'ossie-soupe, se trouvait un grand calebasse couvert. Il ne faisait pas partie du service. Une personne distraite l'y avait posé par erreur. À l'intérieur, un plat rituel préparé spécialement pour le politicien, béni pour la protection et le pouvoir. Il ne devait jamais toucher des mains ordinaires. Mais quand Madame Jojo revint pour se resservir, son regard affamé tomba dessus. Sans poser de questions, elle souleva le couvercle, huma longuement le parfum riche, puis en servit une grande portion dans son assiette. Les serveurs se figèrent. « Ah, madame, ne touchez pas à ça !» cria l'un d'eux, mais Jojo éclata de rire et s'éloigna en balançant ses bras charnus. « La nourriture, c'est la nourriture. » Elle s'assit et dévora le plat sacré avec une rapidité féroce. Lorsque les serveurs tentèrent d'expliquer, il était trop tard. Madame Jojo venait de se lécher les doigts, de claquer la langue et de déclarer à pleine voix « Meilleur plat de la journée. Que Dieu bénisse les mains qui ont cuisiné ça. » La salle résonnait encore de musique et de rires, mais autour de Madame Jojo, un silence étrange sembla s'installer. Le soir même, elle rentra de la fête, le foulard penché, le pagne desserré, les yeux mi-clos par la nourriture et la boisson. Ses enfants portaient son sac et ses chaussures en riant dans le taxi. « Maman, aujourd'hui tu as vraiment exagéré », plaisanta Amaka en l'aidant à entrer. Jojo balaya la remarque d'un geste. « Laissez-moi, la bonne vie n'a pas de copie. » Elle s'effondra dans son large fauteuil, le ventre tendu comme un tambour, et sombra dans le sommeil. Mais peu après minuit, quelque chose d'étrange survint. Elle se réveilla brusquement, la gorge sèche, l'estomac qui se tordait. Au début, elle pensa qu'il s'agissait d'une simple faim. Elle se traîna jusqu'à la cuisine, versa du gari dans un bol et l'avala avec de l'eau froide. Le soulagement vint une seconde, puis la faim revint, plus vive, plus profonde, comme un feu qui lui déchirait l'intérieur. Elle ouvrit la marmite de jollof de la veille et mangea directement dedans. Rien n'y fit. Son ventre grondait encore. Elle fit frire des plantains et les avala à la hâte. La faim devint infernale. Elle fit bouillir du manioc, lécha l'huile de palme, mangea du pain et du beurre, puis racla la marmite de sauce jusqu'au fond. Réveillés par le vacarme, ses enfants restèrent bancs figés à la porte, les yeux écarquillés. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» chuchota Amaka. « Je ne sais pas, » répliqua Jojo, la bouche pleine. « Mon corps me brûle. Il faut que je mange. Je dois manger. » À l'aube, la cuisine ressemblait à une zone de guerre. Vaisselle cassée, marmite vide, emballage de pain au sol. Madame Jojo était assise par terre, en larmes, le visage luisant de graisse, son pagne glissé de ses épaules.
et pourtant elle mâchait encore du riz cru qu'elle avait pris dans le sac, comme s'il s'agissait de cacahuètes grillées. Les voisins, dérangés par le bruit, commencèrent à frapper. « Madame Jojo, qu'est-ce qu'il se passe? On n'a pas dormi cette nuit. » Mais lorsqu'ils regardèrent par la fenêtre, ils reculèrent, horrifiés. Jojo, les yeux rouges, en sueur, mangeait du manioc cru à pleines mains, comme une bête sauvage. « Elle a perdu la tête, » murmura une femme. « Non, » répondit une autre d'une voix tremblante. « Ce n'est pas de la folie, c'est spirituel. » La deuxième nuit fut pire. Jojo vida la marmite de haricots de sa voisine, éventra le pain d'un autre et fut surprise à 3 heures du matin en train de porter du sable à sa bouche dans la cour. Son rire habituel avait laissé place à des gémissements de douleur. On aurait dit que quelque chose vivait en elle, exigeant sans relâche et ne se rassasiant jamais. Et certains soirs, lorsque le quartier devenait silencieux, Amaka jurait entendre une voix venue du ventre de sa mère murmurer « Encore, apporte encore. » Au 4e jour, Madame Jojo n'était plus la femme que tous avaient connue. Son visage jadis rond s'était creusé, mais son ventre avait enflé davantage, gonflé comme un grand calbat. Ses yeux luisaient faiblement dans le noir, et ses lèvres mâchaient sans arrêt tout ce que ses mains trouvaient. Les enfants de la cour n'approchaient plus son appartement. Ils chuchotaient en la montrant du doigt. « Hier, je l'ai vue boire l'huile de palme directement à la bouteille. Et aujourd'hui, elle mange le sable encore. » Au début, les voisins tentèrent de l'aider. Ils apportèrent des haricots, du riz, du plantain, mais quelle que soit la quantité, la nourriture disparaissait en quelques minutes comme évaporée. Presque aussitôt, Jojo hurlait de nouveau. « Encore! Il me faut encore! Je dois manger !» Puis vinrent les voix. Une nuit, Amaka et son jeune frère furent réveillés par un son glacial. Pas dehors, mais dans le ventre même de leur mère. Le grondement n'était plus celui d'une faim normale. Une voix claire, étrangère, chuchotait depuis l'intérieur. « Nourris-nous, plus de viande, plus de chair, ou nous nous nourrirons de toi. » Les enfants hurlèrent et s'enfuirent. Les voisins accoururent avec des lampes tempêtes, et ce qu'ils virent les fit lâcher leurs lanternes. Madame Jojo était assise au milieu de son salon, déchirant de la viande de chèvre crue volée chez le boucher. Le sang coulait le long de ses bras, tachant son pagne, ses yeux vides. Entre deux bouchées, elle riait, mais ce rire n'était pas le sien. Il était profond, creux, comme si plusieurs bouches parlaient en même temps. « Mama raconne !» s'écria le propriétaire en serrant une Bible contre sa poitrine. « Ce mal n'est pas ordinaire. Tu as offensé des esprits. » Mais Jojo tourna lentement la tête, la viande encore dans la main, et grogna. « Laissez-moi. La nourriture m'appartient. Toute la nourriture m'appartient. » Son corps commença alors à se gonfler étrangement, comme si quelque chose à l'intérieur poussait contre sa peau. Les voisins se mirent à crier et à fuir. Même ses enfants se cachèrent. Dès ce jour, plus personne dans le quartier ne dormit en paix. La nuit, Jojo rôdait de porte en porte, frappant, suppliant, exigeant de la nourriture. Ceux qui refusaient découvraient au matin des traces de griffes sur leurs portes, comme si une bête avait tenté de les arracher. Certains juraient avoir vu le ventre de Madame Jojo bouger, comme si des mains multiples poussaient à de l'intérieur, cherchant à sortir. D'autres affirmaient entendre des bruits de mastication, même lorsqu'elle gardait la bouche fermée. La nourriture qu'elle avait mangée à la fête n'était plus de la nourriture. Elle était devenue vivante en elle, et désormais, c'était cette chose qui la mangeait à son tour. Au 7e jour,
Plus personne dans le quartier ne supportait ses gémissements. Ses lamentations remplissaient la nuit comme un tambour de malheur. Elle avait tout dévoré chez elle, même les rideaux, même la mousse du matelas, mais son ventre rugissait encore avec fureur. Sa fille Amaka, les yeux gonflés d'avoir pleuré, alla implorer le propriétaire. « Papa, si rien n'est fait, ma mère va mourir. Aidez-nous, je vous en prie. » Le vieux propriétaire secoua la tête. « Ton mère a mangé ce qui ne lui était pas destiné. Ce genre de choses n'a pas de remède facile. Mais essayons. » On transporta Madame Jojo dans un vieux bus jusqu'à un puissant guérisseur à la périphérie de Lagos. Elle se débattit pendant tout le trajet, exigeant du manioc rôti, des cacahuètes, n'importe quoi à manger. Ses enfants la retenaient en larmes. Lorsque le guérisseur la vit, il fronça les sourcils. Il tourna autour d'elle 3 fois en murmurant des incantations, puis cracha sur le sol. Elle a mangé la part des esprits. Ce qui est entré dans son ventre n'est pas de la nourriture, c'est une alliance, et les alliances ne partent pas sans combat. Amaka s'agenouilla. « Baba, sauvez-la. C'est toujours notre mère. » Le guérisseur hocha lentement la tête. « Il existe un seul moyen. Elle doit jeûner 7 jours. Pas un grain de nourriture, pas une goutte d'eau. Alors seulement, les esprits partiront. » L'assemblée poussa un cri. Madame Jojo ouvrit grand les yeux. « 7 jours sans manger, je vais mourir. » Mais on l'y force. Le premier jour, elle se roula au sol en criant, son ventre grondant comme le tonnerre. Le deuxième jour, elle lécha le mur juste pour sentir un goût. La troisième nuit, elle perdit tout contrôle. Pendant que tout le monde dormait, elle rampa jusqu'à la cuisine, éventra un sac de gari et en avala des poignées. Cette nuit-là, ses hurlements déchirèrent l'air. Les enfants accoururent, les voisins suivirent. Ils la trouvèrent convulsant sur le sol, le ventre gonflé comme un tambour prêt à éclater. Elle serrait son abdomen en hurlant. « Il me mange! Il me mange de l'intérieur !» À la lumière des lampes, les voisins jurèrent avoir vu des mouvements sous sa peau, des doigts, des visages qui poussaient, mâchant à travers sa chair. Un dernier cri, terrible, jaillit de sa bouche, comme si 10 voix parlaient en même temps. « La nourriture est à moi. » Puis le silence. Au matin, Madame Jojo était morte. Son corps, jadis fier, n'était plus qu'une coquille vide. Les voisins secouèrent la tête. « La cupidité n'a pas de remède. Elle a mangé jusqu'à tomber. »« La morale est simple, » murmura une femme. « La gourmandise est comme le feu. Plus on la nourrit, plus elle détruit. » L'appétit de Madame Jojo n'était pas seulement pour la nourriture, mais pour le plaisir sans limite. Et il l'a dévorée en retour. Son histoire nous rappelle que tout ce qui semble doux n'est pas destiné à nous, et que toutes les occasions ne doivent pas être saisies. Certaines bénédictions sont des épreuves déguisées, et certains repas sont réservés aux esprits. La maîtrise de soi n'est pas une punition, c'est une protection. Quand on laisse le désir nous aveugler, on invite soi-même la destruction. La vraie satisfaction ne vient pas de ce que l'on prend en excès, mais de la capacité à savoir s'arrêter. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner aux histoires incroyables de Mel et Roméo pour d'autres récits glaçants, porteurs de grandes leçons. Dites-nous en commentaire, qu'avez-vous retenu de la chute de Madame Jojo? Et souvenez-vous, tout ce qui paraît doux n'est pas pour vous. Restez avec nous pour d'autres histoires qui divertissent, instruisent et avertissent. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune prochaine histoire. À très bientôt.